Bonjour à tous, Evelyne aux commandes d'un nouvel épisode de l'émission Les mots bourlingués sur Jade FM au 99.7. Avant de dérouler le menu du jour, je vous souhaite une très belle année 2024. Je commence avec une nouvelle de Dino Buzzati, le croque-mitaine. L'ingénieur Roberto Podi, directeur adjoint de la Comprax et assureur à l'urbanisme, piqua une colère le soir où il surprit la gouvernante Esther qui, pour mettre fin à un caprice du petit Franco, lui disait « Attention, si tu n'es pas sage, cette nuit le croque-mitaine viendra ». On ne pouvait pas tolérer, selon lui, que pour élever les enfants, on eût encore recours à des superstitions imbéciles qui pouvaient faire naître dans un psychisme encore fragile des complexes pénibles. Il fit des reproches à la jeune fille qui partit en pleurant et il coucha lui-même le petit garçon, lequel ne tarda pas à se tranquilliser. La même nuit, le croque-mitaine, voltant à mi-hauteur comme il le faisait toujours, se présenta dans la chambre où l'ingénieur Podi dormait seul, lui procurant quelques minutes d'émotion forte. Le croque-mitaine, c'est bien connu, assumait des formes différentes selon les pays et les usages locaux. Dans cette ville, depuis des temps immémoriaux, il avait l'apparence d'un animal gigantesque, de couleur noirâtre, dont la silhouette avait quelque chose de l'hippopotame et du tapir. Horrible à première vue. Mais à le bien observer avec un œil sans passion, on remarquait, à cause du pli bienveillant de la bouche et de la lueur presque de tendresse dans les pupilles relativement minuscules, une expression qui n'avait rien de méchant. Bien sûr, dans des circonstances d'une certaine gravité, il savait faire trembler et pouvait devenir terrifiant. Mais le plus souvent, il accomplissait sa besogne avec discrétion. S'approchant du petit lit de l'enfant à corriger, il ne le réveillait même pas, se limitant à entrer dans ses rêves, où il laissait, c'est évident, une trace impérissable. On sait bien en effet que les rêves des enfants, même les plus petits, ont une capacité illimitée et accueillent sans effort aussi bien des mastodontes comme le croque-mitaine, qui trouvent assez de place pour accomplir tout leur tour avec une liberté entière. Naturellement, quand l'antique créature se présenta à l'ingénieur Podi, elle n'avait pas un visage trop débonnaire, puisqu'elle avait emprunté, en l'agrandissant bien sûr, la physionomie du professeur Galurio, qui avait été depuis 2 mois nommé commissaire extraordinaire pour la Comprax, société qui se trouvait dans une passe difficile. Et ce professeur Galurio, homme très sévère, pour ne pas dire intraitable, était justement la bête noire de Podi, dont la position éminente dans l'affaire risquait, sous ce régime de contrôle, d'être sérieusement compromise. Podi, qui s'était réveillé baigné d'une transpiration glacée, eut le temps de voir le visiteur qui s'éclipsait en traversant le mur. La fenêtre n'était pas assez grande pour une telle masse, et qui lui montrait le dôme monumental de son postérieur. Le lendemain matin, Podi se garda bien de s'excuser auprès de la pauvre Esther. Le fait d'avoir constaté personnellement l'existence du croque-mitaine augmentait à la fois son indignation et sa volonté bien déterminée de faire le nécessaire pour se débarrasser de l'individu. Les jours suivants, sur un ton bien sûr de plaisanterie, il tâta le terrain auprès de sa femme, de ses amis et de ses collaborateurs. Et il apprit avec stupeur que l'existence du croque-mitaine était en général reconnue comme un fait naturel, aussi bien que celle de la pluie, du tremblement de terre et de l'arc-en-ciel. Seul le docteur Guémonniot du bureau légal eut l'air de tomber des nues.
Oui, enfant, il avait vaguement entendu parler de la chose, mais ensuite il s'était bien convaincu que c'était une fable stupide et sans fondement. Comme s'il devinait la haine violente dont il était l'objet, le croque-mitaine se mit à fréquenter assidûment l'ingénieur, toujours avec le masque déplaisant du professeur Galuriot, et il lui faisait des grimaces, le tirait par les pieds, secouait son lit. Une nuit, il alla jusqu'à se coucher sur sa poitrine, et pour un peu, il l'étouffait. Il ne faut donc pas s'étonner si Pody, à la réunion suivante du conseil municipal, en parla à quelques collègues. Pouvait-on accepter, dans une métropole qui se vantait d'être à l'avant-garde, que se perpétuât une telle ignominie digne du Moyen-Âge ? Ne fallait-il pas agir, enfin, avec des moyens décisifs ? Il n'y eut d'abord que de fugitifs pourparlers de couloir, des échanges de vues sans rien d'officiel. Mais rapidement, le prestige dont jouissait l'ingénieur Pody lui ouvrit la voie. Moins de 2 mois plus tard, la question était mise à l'ordre du jour du conseil municipal. Il est évident que, par peur du ridicule, le texte ne mentionnait pas le croque-mitaine, mais à l'article 5 faisait seulement allusion à un déplorable fauteur de désordre qui troublait le repos nocturne de la ville. Contrairement à l'attente de Pody, non seulement l'argument fut pris en sérieuse considération par tout le monde, mais sa thèse, qui pouvait sembler évidente, rencontra de vives oppositions. Des voix s'élevèrent pour défendre une tradition aussi pittoresque qu'inoffensive et qui remontait à la nuit des temps pour souligner l'innocuité du monstre nocturne, qui était d'ailleurs tout à fait silencieux, et pour mettre en valeur les bienfaits éducatifs de cette présence. Quelqu'un même alla jusqu'à parler d'un attentat au patrimoine culturel de la ville si on avait recours à des mesures répressives. Et l'orateur recueillit une salve d'applaudissements. Pourtant, quand on en vint aux voix, prévalurent à la fin les irrésistibles arguments dont se sert trop souvent le soi-disant progrès pour démanteler les derniers retranchements du mystère. On accusa le croque-mitaine de laisser une empreinte malsaine dans les esprits enfantins, de provoquer souvent des cauchemars contraires aux principes d'une pédagogie correcte. Le mastodonte nocturne ne souillait pas la ville, on ne l'avait jamais vu y déposer des excréments d'aucune sorte. Mais qui pouvait garantir qu'il ne fût pas porteur de germes et de virus ? Et on ne savait rien de positif sur son credo politique. Comment exclure que ces suggestions, en apparence tout à fait élémentaires et simples, cachassent des insinuations subversives ? Le débat, auquel les journalistes n'avaient pas été admis à cause de la délicatesse de la question, se termina à 2 heures du matin. La proposition Pody fut approuvée par une mince majorité de 5 voix. Pour son application pratique, on nomma une commission spéciale d'experts, dont Pody lui-même fut le président. En effet, une chose était de proclamer l'ostracisme pour le croque-mitaine. Réussir à l'éliminer en était une autre. Il est clair qu'on ne pouvait pas compter sur sa discipline civique. On ne savait même pas s'il était capable de comprendre la langue. Il n'était pas pensable de le capturer et de le confier au zoo municipal. Quelle cage aurait pu retenir un animal, si c'était un animal, capable de voler à travers les murs ? Même le poison était à éliminer. On n'avait jamais vu le croque-mitaine en train de manger ou de boire. Le lance-flamme, alors ? Une petite bombe au napalm ? Le risque pour la population était trop grand. La solution, en somme, si elle n'était pas impossible, semblait assez problématique. Et Pody sentait déjà le succès qu'il désirait lui échapper. Quand il lui vint un doute, certes, on ne connaissait pas la composition chimique et la structure physique du croque-mitaine, mais comme tant d'autres créatures enregistrées à l'état civil des légendes, n'était-il pas peut-être beaucoup plus faible et vulnérable qu'on le supposait ? Qui sait s'il ne suffisait pas d'une simple balle envoyée au bon endroit
pour que justice soit faite. Les forces de la police, après la délibération du conseil contresignée par le maire, étaient forcées de collaborer. On constitua au sein de la garde mobile une patrouille spéciale dotée de voitures rapides et de liaisons radio. La chose fut simple. Unique circonstance étrange, une certaine répugnance de la part de sous-officiers et d'agents à prendre part à la battue. Était-ce de la peur ? Était-ce la crainte obscure de franchir un seuil interdit ? Ou simplement un attachement nostalgique à des souvenirs d'enfance troublants ? La rencontre eut lieu une nuit glacée de pleine lune. La patrouille postée dans un angle sombre de la place des 500 aperçut le vagabond qui planait placidement à une altitude de 30 mètres, comme un bébé dirigeable. Les agents, la mitraillette pointée, avancèrent. Alentour, pas âme qui vive. Le bref crépitement des rafales se répercuta d'écho en écho, très loin. Ce fut une scène bizarre. Le croque-mitaine tourna lentement sur lui-même, sans un sursaut, et, les pattes en l'air, tomba et se posa sur la neige. Où il gisait sur le dos, immobile, à jamais. La lumière de la lune se reflétait sur le ventre énorme et tendu, brillant comme de la toile cirée. Une chose que je préférerais ne pas revoir une seconde fois, dit plus tard l'agent Onofrio Cotavafi qui avait tiré. Une flaque de sang s'élargit incroyablement sous la victime, noire sous la lumière lunaire. On téléphona tout de suite à la morgue pour l'enlèvement du cadavre. Ils n'arrivèrent pas à temps. En quelques minutes, l'énorme machin, comme un ballon crevé, se recroquevilla à vue d'œil, se réduisit à une misérable larve, devint un vermisseau noir sur le blanc de la neige, et enfin, le vermisseau lui-même disparut, dissous dans le néant. Il resta seulement la flaque de sang, qu'avant l'aube les lances d'arrosage des éboueurs effacèrent. On dit qu'au ciel, pendant que mourait la créature, resplendissaient 2 lunes au lieu d'une seule. On raconta que dans toute la ville les oiseaux de nuit et les chiens se lamentèrent longtemps. On prétendit que de nombreuses femmes, des vieilles et des fillettes, attirées par un appel obscur, sortirent des maisons, s'agenouillèrent et prièrent autour du malheureux. Rien de tout cela n'est historiquement prouvé. En fait, la lune poursuivit sans secousse son voyage prescrit par l'astronomie. Les heures passèrent régulièrement une à une, et tous les enfants du monde continuèrent à dormir en paix, sans imaginer que leur drôle d'ami ennemi s'en était allé pour toujours. Galope, fuis, galope, imagination encore survivante. Avide de t'exterminer, le monde civilisé est à tes trousses, et il ne te laissera plus jamais en paix. Connaissez-vous Croque-Mitaine, Miton, Mitaine. Il a de grands yeux noirs et perçants, une grande bouche de longues dents. Connaissez-vous Croque-Mitaine, Mitaine. Il a des mains crochues pleines de sang, il vient pour punir les enfants. Cachés dans le placard, il vous fera trembler et l'entendre soupirer vous glacera les pieds. N'ayez pas peur du monstre sous votre lit, c'est dans votre tête qu'il dormira cette nuit.
Je continue avec une nouvelle sur le thème du sport, avec Laurent Fournel et son texte « Gamberge ». N'étant pas du genre à me regarder jouer, j'aurais dû me douter que ce lobe était un déclic. Nous étions sur le court depuis 1h45 et j'étais content d'être là. J'avais eu du mal à entrer dans la partie. Il m'avait fallu accélérer un peu pour conclure à 7-5. Au second set, 6-2 et nous étions à 4-2 dans le troisième. 40 égalités sur son service. J'allais gagner. Sans peur. Il me servit une balle très longue, très appuyée, et, logiquement, monta aussitôt au filet. Le geste du poignet que je fis à ce moment-là pour reprendre la balle eut quelque chose de miraculeux. Elle s'éleva paisiblement et décrivit une courbe en cloche très harmonieuse qui loba mon adversaire, sans qu'il puisse esquisser le moindre geste de résistance. Je m'arrêtai une fraction de seconde pour regarder la balle, satisfait d'avoir parfaitement réussi mon geste technique, au millimètre près. Je n'avais jamais pensé jusqu'ici que j'étais le moins du monde en péril dans cette partie. À l'ATP, je suis 8e, lui 11e. Nous nous sommes rencontrés 9 fois, et je l'ai battu 7, mais pour le coup, je m'octroyais intérieurement la victoire. Il servit et je regardais passer sa balle sans esquisser un geste. Il servit encore et je mis mon retour dans le filet. Il prit le jeu. C'est à ce moment que je découvris le gars du 3e rang, derrière lui, avec sa coiffure punk et cette drôle de façon qu'il avait de ne pas vraiment regarder la partie. Je ne parvenais pas à détacher mes yeux de cette touffe de cheveux verts qui me faisait penser aux Queens et à Wimbledon. Je m'offris 2 doubles fautes et me mis à arroser. Tous mes passing shots de revers, mon point fort, étaient dans le couloir. L'arbitre me vola une balle pleine ligne. Je n'eus même pas l'impatience de le maudire. Je m'exhortais au calme, au repli sur moi. Une petite fille là-bas lâcha une glace qui tomba sur le pied d'un monsieur. Mon adversaire appuya son service et je crus qu'il allait m'emporter le poignet. Mon seul tracas était d'éviter de croiser le regard de mon entraîneur et de ma blonde. Je n'avais jamais eu peur de gagner. Je suis payé pour gagner et je gagne. Il faudrait être crétin pour simplement imaginer le contraire. Je suis un gagneur et je perdis le 3e set 4-6. La foule commençait à applaudir sérieusement mon adversaire. Elle accompagnait ses coups. Surtout une petite noire dans une loge à droite qui battait des mains au-dessus de sa tête chaque fois qu'il réussissait à un joli passing shot. Et il en réussissait. Elle était coiffée de dreadlocks noués à leur extrémité par des perles multicolores. Ce 4e set qui allait me permettre de gagner la partie était un set de trop. Celui qui laisse des traces musculaires pour la demi-finale du lendemain. Celui qui fait que l'on rentre sur le court avec la peur de perdre, qui est la seule peur digne d'un champion. Le punk poussa un cri lorsque je me fis stupidement lober. Je fermai les poings, serrai les mâchoires, essuyai mon grip avec de la sueur, fis les gros yeux au gamin qui tardait à me lancer 2 balles neuves. À 0,40 sur mon service dans le premier jeu du 4e set, j'allais enfin écraser l'ace de ma vie et transpercer ce petit con. Ils me faisaient tous chier, les entraîneurs, les journalistes, les joueurs, avec leur histoire de peur de gagner. La peur de gagner est un sentiment vulgaire pour le vrai champion. La seule chose qui puisse dérégler le jeu d'un super grand, c'est la peur de penser à la peur de gagner. Et encore. Le plus dur mentalement au tennis, c'est quoi selon toi ? Oh, waouh, vaste question. Le plus dur, c'est de continuer à s'engager quand on commence à croire qu'on va gagner. Alors, on commence à croire qu'on va gagner, c'est-à-dire quand on est sur le terrain, à un moment donné, quand on est à 6-4, 4-2 et 40-15, et là on croit qu'on va gagner ? Ouais, moi j'appelle ça la maladie. La plupart des joueurs ont cette maladie. C'est-à-dire qu'à l'instant où ils pensent qu'ils vont gagner,
il y a une petite voix qui se dit « super, je vais gagner ». Dans l'instant qui suit, il y a une autre petite voix qui arrive et qui dit ça serait trop bête de ne pas gagner ». Donc maintenant, on prend plus de risques, on s'engage plus et on n'y va plus. Et puis, ce qui se passe que techniquement, quand tu t'engages plus, techniquement, tu deviens moins juste et ainsi de suite. Tu délivres une balle qui a moins de poids, qui est moins longue, qui gêne moins l'adversaire. Et du coup, l'adversaire reprend confiance. Et lui, il se dit, j'ai plus rien à perdre, donc je me lâche. Donc, du coup, ça s'équilibre, voire ça s'inverse. Et c'est comme ça que le moment où la personne pense qu'elle va réussir, elle est dans le plus grand danger, quoi. Et voici la dernière nouvelle du jour. Toujours en train de gueuler, d'éructer, d'agonir. Derrière son dos, ça fusait les insultes. Le porc, l'ordure, le fureur. Impossible de tenir autrement. Les courbettes par devant, les salamalecs, le miel et le cirage. Et l'antidote dès la porte franchie. Apprendre à sourire dans le vide en serrant les dents. Le pire, c'était les premiers temps, quand on arrivait à son service, alléché par le salaire de $1000 nourri, logé. Il vous laissait approcher en vous regardant de ses yeux morts et vous plaquait les mains sur le visage, vérifiant l'ourlet des lèvres, l'épatement du nez, le grain de la peau, le crépus des cheveux. Au moindre doute, le vieux se mettait à hurler de dégoût. « Enfant de pute, virez-moi ça, c'est un noir !» Le type y allait de sa protestation. « Non, monsieur, je vous jure !» Mais ça ne servait à rien. Il repartait plein d'amertume, un billet de $100 scotché sur la bouche, incapable de comprendre qu'il était tombé du bon côté et que l'horreur attendait les rescapés surpayés de la sélection. L'aveugle habitait un château construit à flanc de colline, à quelques kilomètres de Westwood, et toute la communauté vivait en complète autarcie sur les terres environnantes, cultivant le blé, cuisant le pain, élevant le bétail. Le vieux ne s'autorisait qu'un luxe, l'opéra et les cantatrices blanches qu'il faisait venir chaque fin de semaine et qui braillaient toutes fenêtres ouvertes, affolant la basse-cour. Il ne dormait pratiquement pas, comme si l'obscurité qui l'accompagnait depuis sa naissance lui épargnait la fatigue. Ses gens lui devaient 24 heures quotidiennes d'allégeance. Le toubib vivait en état d'urgence permanent et tenait grâce au cocktail de Valium et de Temesta qu'il ingurgitait matin, midi et soir. Le vieux prenait un malin plaisir à l'asticoter, contestant ses diagnostics, refusant ses potions. Ces persécutions n'empêchèrent pas le docteur d'avertir son patient de la découverte d'un nouveau traitement qui parvenait à rendre la vue à certaines catégories d'aveugles. Le vieux embaucha une douzaine d'enquêteurs ariens et leur investigation établirent que le procédé en question ne devait rien au noir. On fit venir à grands frais la sommité et son bloc opératoire. Le vieux se coucha de bonne grâce sur le billard et s'endormit sous l'effet du Pentotal. Il se réveilla dans le noir absolu et demeura 3 longs jours la tête bandée, ignorant si ses yeux voyaient ou non. Le chirurgien retira enfin les pansements. Le vieux ouvrit prudemment les yeux et poussa un cri terrible. Un noir, à l'air terrible, lui faisait face. Il se tourna vers le chirurgien, terrorisé. « Qu'est-ce que ça veut dire ? Foutez-le dehors !» Le toubib qui nettoyait les instruments s'approcha doucement de lui, posa la main sur son épaule et l'obligea à regarder droit devant lui. « Alors il faut que vous sortiez. Ce que vous avez devant vous s'appelle une glace, monsieur.
Ceci est votre reflet. C'était le reflet de Didier Daeninx. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre écoute, vous qui êtes là, en live, et rendez-vous pour les autres sur le site de Jade FM avec le podcast de l'émission. Très belle journée à tous. Ciao!